comme j'étais très en retard ce matin et que c'est la semaine de la mobilité, mon équipe m'a dit, bon, retard pour retard, vous avez qu'à y aller à vélo. Bêtement, j'ai dit oui, donc voilà, j'essaie de transpirer discrètement sous ma veste, mais simplement, je voulais absolument passer vous voir, même si c'est court, et parce que c'est un sujet au sens large d'accessibilité qui concerne l'agglomération sur plein de champs, plein de domaines, que c'est quelque chose de compliqué, mais qu'avec la complicité particulière de Roségo, de famille et de l'ensemble des acteurs, on essaie de faire progresser les choses. J'arrive, madame. Donc on essaie de travailler sur ces sujets de manière générale. L'agglomération, elle s'est positionnée depuis longtemps, on a réussi un certain nombre de choses ensemble. Et donc on est en train d'écrire le projet de territoire, puisque en tant que président de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, je suis garant avec les élus de l'ensemble du territoire d'écrire un projet de territoire qui prenne en compte l'ensemble des sujets qui concernent nos compétences. Et dans nos compétences, même si ce n'est pas en direct, il y a les questions du champ large du handicap et de l'accessibilité. Et donc on sera évidemment attentif. Je salue Michel Devoile, qui a été de ceux qui, dans les années précédentes, ont beaucoup œuvré sur cette thématique et qui continueront à le faire. Voilà. Je ne suis pas plus long, c'était juste un petit coup et un passage rapide. J'ai écouté une partie de la table ronde parce que ce sont des sujets sur lesquels moi je suis interrogé souvent en tant que maire de Gemont, là où on a une maison d'accueil spécialisée, et sur des sujets très précis. Et donc je serai très attentif à une bonne partie de l'exposé avant de disparaître pour être en retard dans une autre manifestation. Le retard et les bazars sont des signes extérieurs du travail, donc je vais l'utiliser avec soin, parce que par ailleurs, sinon je ne fais pas grand-chose. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, Nadia Terpi et Arnaud Roquette, qui sont les élus de l'agglomération en charge des thématiques qui nous concernent plus directement, viendront ce midi et diront des choses intelligentes. S'il avait fallu que je dise des choses intelligentes, je serais arrivé demain matin pour réviser. Donc, on va essayer d'éviter ça. Très bonne table ronde à vous et merci encore de votre accueil. Merci, monsieur. C'est qu'éventuellement, si je puisse répondre à toutes les questions. Merci. Donc, Samuel Courbez, moi je suis sexologue, je travaille pour le département du Nord et j'ai particulièrement en charge en concerne des psychotraumas sexuels. Je suis enseignant également à l'université en psychosociaux de la santé. Alors moi je suis un peu mal à l'aise aussi avec la première table ronde. Je trouve que dans notre société, on a une vision un petit peu binaire actuellement des sujets, c'est très franco-français. Je remercie les acteurs qui ont mis en évidence ma remarque par rapport à une scène d'improvisation où on était pour ou contre. Et je pense que là, il y a un vrai débat qu'il faut évoquer, c'est la question de la pensée complexe. Enfin, je vous renvoie aux travaux d'Edgar Morin sur la pensée complexe. Le sujet est tabou, il est évidemment important de l'évoquer. J'ai noté à plusieurs reprises que l'humour est toujours employé comme un mécanisme de défense dans les différentes anecdotes que vous avez rapportées, les scènes. On est toujours un peu embarrassé avec la question de la sexualité et comme mécanisme de défense, l'humour est toujours employé. Donc ça montre à quel point, même si on va tous faire un effort, et ça a été dit dans la table ronde, on travaille sur nos représentations, évidemment, en tant que professionnel, en tant que citoyen de la sexualité, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je pense que le piège là, ce serait d'avoir une vision un peu simplicite du sujet. Je l'explique. On est tous certainement ici convaincus qu'il faudrait évidemment davantage développer le droit à la vie sexuelle et affective dans les institutions pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'on est tous ici convaincus. Pour autant, il ne faudrait pas avoir cette vision qui serait tellement binaire qu'on oublierait évidemment d'envisager que ça puisse aussi avoir des problèmes, ça puisse aussi ouvrir des problèmes. Moi, dans ma pratique, j'ai pris en charge par exemple des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans des établissements publics de santé mentale. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé du handicap mental. Il n'y a pas que le handicap moteur, mental également. Des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité et qui finalement se posent la question du consentement par rapport à ça. Et donc, voilà, est-ce qu'on est pour ou contre la vie sexuelle affective? D'ailleurs, il y a eu un tel exemple aussi, une personne sur le plateau a dit, voilà, on a parlé d'obédience par rapport à la vision freudienne. Moi, je parle de chapelle, je parle pas d'obédience, mais aujourd'hui, tout n'est pas à jeter chez Freud. Voilà, je pense qu'il faut aussi avoir une vision un peu plus raisonnable. Et voilà, on a une vision de notre société qui est très clivante. Alors, on est pour ou on est contre. Je pense qu'il faut aussi être un peu plus nuancé. Et quand on parle de vie sexuelle et affective chez les personnes en situation de handicap, je pense qu'il ne faut pas avoir un angélisme absolu au risque de tomber dans un autre travers qui serait de passer à côté malheureusement de problématiques qu'il faut aborder. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait ce débat entre nous, en tant que professionnels, et pas simplement avoir une vision idéaliste.
Seulement, je veux compléter pour la réponse. On parle de toutes les typologies d'handicap. Hein. On n'a pas spécifié lequel handicap, c'est pour ça qu'il est très large. Donc, on n'exclut personne, au contraire, on n'exclut personne. Donc, après, je voulais passer les statistiques de la deuxième partie. Ouais. Vas-y. Donc merci pour votre contribution. L'humour n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est aussi un moyen de prendre un peu de recul par rapport aux situations, c'est juste ce que je voulais dire. Quelqu'un voudrait prendre la parole encore? Pour l'instant, non. Donc, on attaque la deuxième partie, c'est-à-dire les statistiques. Je te laisse prendre la parole. Je voulais seulement faire compléter du présent. Et attendez, vous n'allez pas me faire un débat sur Freud, là, tous les autres. Et après, excusez-moi, Madame Colline, et après aussi, allez-y. Je voulais aussi que les nouvelles personnes qui sont arrivées à la table ronde puissent se présenter avant que je présente les statistiques. Allez-y, Madame Colline. Juste parce que je me permets de répondre. Pourquoi je parle de l'obédience? Parce qu'aujourd'hui. Enlevez le masque, Madame. Ah. Voilà, je l'ai dit. Merci. Pourquoi je parle d'obédience? Parce que même si effectivement il y a des dysfonctionnements par rapport à comment, au niveau des professionnels, on peut travailler autour de cette nouvelle circulaire notamment et de cette problématique qui est importante, il ne faut pas oublier que l'ensemble des professionnels, donc là je parle pour le coup pour ma chapelle, sont formés aux recommandations de bonnes pratiques, de la haute autorité de santé. Quand je parle d'obédience et quand je parle de la psychanalyse, je me base sur les RBBP et donc les recommandations qui font qu'on doit travailler avec ce que nous recommande la HAS. Quand même, on est cadré. Et il faut aussi, parce que j'entends cette histoire blanc ou noir, on travaille sur la systémique des personnes, avec une approche systémique. C'est-à-dire, l'approche systémique, c'est quoi? C'est un ensemble. Le contexte, tous les collègues ont parlé, effectivement, il y a l'établissement, mais il y a le contexte environnemental, il y a le contexte familial. Voilà, donc non, pour moi, le message, s'il est entendu blanc ou noir, c'est absolument pas ce message-là qui a été passé, de ce que j'ai entendu des collègues. On est bien sur une approche systémique. Par contre, à un moment donné, il faut s'adapter et surtout suivre ce que la HAS nous demande de faire, c'est-à-dire les recommandations de bonne pratique, les obédiences. Pour moi, c'est fondamental. Voilà. Donc, je tenais à vous répondre, parce qu'en tout cas, c'est ni blanc ni noir. Merci beaucoup. Je rappelle que les recommandations, la HAS va le droit, c'est juste pour vous rappeler. On va donc continuer notre tour de table. Donc, des personnes nous ont rejoints, que je salue. La première à ta gauche, la nouvelle. Voilà. À ma gauche. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, c'est Joël Perrois, et donc je suis la collègue de Mérédith, et je travaille également donc, au centre de ressources handicap et sexualité à Namur. Merci. Allez-y, présentez-vous. Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Anne-Sophie Lano, travailleuse sociale au pôle autonomie d'Aven, depuis peu avec une longue expérience en foyer de vie et en masse. Merci. Présentez-vous. Samantha. Ne soyez pas timide. Fermez les yeux, parlez. Faites comme vous. Et vous avez quel âge? Quel âge? Elle ne le sait pas. D'accord. À vous, madame. Bonjour, Marie-Ange Mathieu. En fait, j'habite ici à Aumont depuis maintenant bientôt 3 ans. Je suis famille d'accueil. D'accord. Samantha Ferretier et 2 autres messieurs, un psychotique et un autiste. Si tu veux préciser, je ne sais pas, mais ce sont des personnes déficientes, très différentes les unes des autres. Ok. D'abord, je vous remercie pour votre présence parce que c'est important et je remercie surtout le département du Nord pour vous avoir contacté parce qu'on avait envie aussi d'entendre les familles et les personnes en situation de handicap. Je vais avancer avec, je me permets, Hervé, je vais
Je vais lancer le deuxième questionnaire à destination des personnes en situation de handicap et familles. Alors, je vais mettre les lunettes, c'est encore mieux. Pardon. Alors, 47% de femmes contre 50% des hommes. Ici, par rapport au questionnaire précédent sur les professionnels, il est un petit peu plus équilibré. 2% ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Vous êtes une personne en situation de handicap, 95%. Je ne souhaite pas m'exprimer, 2%. Handicap et famille, 4%. Une famille, 2,4%. La tranche d'âge, ici c'est un peu préparé comme l'autre, 18-30 ans, la tranche d'âge la plus importante, la deuxième c'est 31-40 ans. Les lieux de résidence, Valenciennes, ils ont répondu en force, à Vennes-Sorel, Maubeuge, et aussi d'ailleurs à d'autres endroits. Personnes en situation de handicap, rencontrez-vous des difficultés quant à l'épanouissement affectif et sexuel? 46% oui, 53% non. Par quoi sont provoquées vos difficultés? Je suis isolé, 20%. Je n'ai pas confiance en moi, 33%. Mon handicap représente une barrière, 41%. Je ne suis pas autonome, 25%. Parents des personnes en situation de handicap, votre enfant pose-t-il des questions d'ordre affectif et sexuel? Jamais, 70%. C'est vrai, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question. Pourquoi? Et parfois, 30%. Comment réagissez-vous lorsqu'on aborde le sujet? Peine, car le caractère rencontré de notre personne, c'est 3%. À l'aise, en fonction des professionnels, 3%. Confiant, 29%. Confiant, mal à l'aise, on a 3%. Dépourvu, 3,8%. À l'aise, 25%. Et mal à l'aise, 33%. En tant que personne en situation de handicap, vous ressentez surtout le besoin autant des deux et d'affection. Je ne vais pas compléter. Qu'avancez-vous de l'assistance sexuelle? Ça, c'est le grand débat qui est fait dans le domaine du handicap. Je suis pour, je suis contre 2%. Je ne sais pas de quoi il s'agit, alors là, 35, il y a du travail à faire. Hein. Vraiment, 35%, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, après, il faut bien interpréter qu'est-ce qu'on entend pour assistant. Il y a du tout et de n'importe quoi. Comment on entend cette assistance sexuelle, surtout sur la vie affective, comment on l'interprète. C'est vrai que les formations sont les bienvenues, pas que pour les professionnels, aussi pour les familles et les personnes en situation de handicap. Je ne souhaite pas m'exprimer 11,9%, je suis contre 14%, je suis pour 35%. Si l'assistance sexuelle était légale en France, il y aurait recours. Et ça, je t'ai donné aussi. Oui à 31%, non à 69%. C'est ça aussi qu'à mon avis, il faut bien expliquer ce qu'on entend pour l'assistance sexuelle. Pensez-vous que les raccourcis en assistance sexuelle pourraient vous avoir bénéfice sur l'épanouissement personnel de la personne en situation de handicap et en meilleure confiance en soi? Non, 40%, oui, presque 50%. Avez-vous le sentiment que la société tient vraiment compte de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap? Oui, 23%, en partie 7%, sans avis 21%, non 47%. Voilà, après il y a les commentaires, comme je l'ai dit, on a affiché aussi tous les autres commentaires qui sont intéressants et je vais laisser la parole à... Après, ça c'est après. Non, c'est pas le repas, c'était une blague. Ouais. Vas-y, après. Est-ce que, moi j'aimerais, quand on a présenté le centre handicap et sexualité, il y avait un petit flyer, oui, qui était présenté et... tu veux qu'on revient sur le slide celui-là, parce que j'avais une question.
Il doit parler. Parce que j'ai oublié j'ai oublié l'intitulé exact, mais on parle dans le verre de vie d'assistance sexuelle. D'accord, voilà. Merci. Voilà. Donc j'étais surpris parce que j'ai vu personne ne réagir. C'est pour ça que j'ai avancé après en disant il y a peut-être des questions. Et donc moi j'aimerais bien justement avoir des explications sur comment vous fonctionnez. Après je rappellerai, voilà. Donc je l'ai vu. C'est ça. C'est ici. Donc vous pouvez, si vous pouvez expliquer. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui. Mais en fait, donc, nous, en tant que centre de ressources, nous, on ne s'occupe pas directement d'accompagnement sexuel, mais il y a une ASBL en Belgique qui s'en occupe, qui est l'ASBL Aditi. Et voilà, et donc c'est eux qui sont chargés de gérer toutes les demandes relatives à l'accompagnement sexuel. Maintenant, nous, c'est vrai que dans les demandes individuelles qu'on reçoit des personnes en situation de handicap, il y en a quand même pas mal qui concernent cette demande-là, d'avoir des renseignements par rapport à l'accompagnement. Et donc, nous, on leur envoie on leur répond directement, puis on leur envoie vers la SBL Aditi. Donc, je ne sais pas si vous voulez savoir plus comment eux fonctionnent. Ce qu'ils font, oui. Voilà, donc en fait, eux font un peu une mise en contact, donc ils font une analyse en fait de la demande de la personne, donc ils reçoivent des demandes soit de la personne elle-même, soit de leurs proches, soit des professionnels, voilà, concernant les personnes, et donc ils proposent une première rencontre pour identifier avec eux quelle est la demande vraiment de la personne. Voilà, et donc en fonction de ça, la personne va être contactée par une accompagnante ou un accompagnant sexuel. Voilà, et après la rencontre va se faire entre les deux personnes en dehors de la SBL Aditi. Après, eux, effectivement, s'assurent de la formation des accompagnants sexuels. Donc, tous les accompagnants doivent suivre une formation initiale et ont une formation continue, ont aussi des supervisions, des interventions entre eux. Voilà. Et aussi, eux, ils s'occupent, la SBL Aditi s'occupe de la sélection des accompagnants sexuels. Donc, ils les rencontrent individuellement, toutes les personnes qui sont candidates pour un accompagnant sexuel. Et donc, il y a vraiment une sélection assez stricte qui se fait en fonction de leur motivation. Voilà. Ah oui, pardon. C'est une association sans but lucratif. Oui, c'est vrai que oui, c'était une bonne idée. Et oui, c'est des acronymes, encore une fois. Quand j'entends les Français, il y a beaucoup de choses aussi que je ne comprends pas dans les acronymes, mais c'est vrai que nous, on a utilisé. Mais il faut nous reprendre, dans ces cas-là. Tu veux répondre d'abord? Peut-être juste pour parler un petit peu de l'accompagnement sexuel, puisque effectivement les retours qu'ils ont eu dans le questionnaire, donc c'est que parfois certaines personnes ne connaissent pas, peut-être situer un peu l'accompagnement sexuel en France. Effectivement, aujourd'hui, donc c'est considéré comme illégal, puisque l'accompagnement sexuel est vu comme du travail du sexe. C'est une question qui revient régulièrement au niveau national dans les instances. Il y a 2-3 ans, je dirais, le comité national éthique a été missionné en tout cas pour travailler sur le sujet et rendre un avis. Et l'avis du comité national éthique a été de dire l'accompagnement sexuel est du travail du sexe, donc illégal. La secrétaire d'État a redemandé à nouveau au Conseil d'éthique de retravailler la question pour pouvoir justement soulever les freins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accompagnement sexuel est autorisé quand même en Allemagne, Belgique, Suisse. On a même certains pays qui proposent des prestations remboursées. En Italie également, c'est très cadré, l'accompagnement sexuel est autorisé avec des formations à chaque fois, bien évidemment. En Italie, vous avez par exemple l'accompagnement sexuel doit se limiter à 6 rencontres seulement pour éviter toutes les questions d'attachement, de tomber amoureux, voilà. Il y a un film d'ailleurs que je vous conseille qui s'appelle Because My Body, qui a été diffusé sur Arte, qui explique bien comment les gens sont formés, notamment en Italie, et après comment ils accompagnent la personne jusqu'où on va. Et puis, lorsque vous avez des témoignages aussi, il faut savoir que l'accompagnement sexuel, ce n'est pas que du sexe, c'est aussi du coup de l'intimité,
difficulté à apprendre à apprécier son corps. Certaines personnes en Belgique témoignent en disant que des fois ils arrivent à retrouver confiance en eux, à parler de sujets justement sur la contraception, et après ça les aide à faire d'autres rencontres et plus forcément à avoir recours entre guillemets à l'accompagnement sexuel d'un professionnel. Je l'ai vu ce film que vous avez dit en ce moment en italien, et il était sur Arte jusqu'au 25 juillet. Et je l'avais envoyé à tous les membres de Copil qui l'ont. Ouais, il était très intéressant parce qu'il mettait en difficulté, ce qui m'avait choqué, le fait de cet accompagnement et le risque d'attachement de cette jeune fille vers cet homme qui était accompagnant. Donc, effectivement, et c'est quelque chose que discuter avec Hervé. On le sait qu'en France c'est illégal, mais il faut pas le mettre, il faut en parler. Après, j'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce qu'en pensent nos amis par rapport au centre de ressources. Donc, il faut voir. Mais il faut l'aborder. Madame Merveilleux, Oui, nous, on a pas mal d'usagers ou de familles qui arrivent avec cette thématique-là, parce que les médias d'abord en parlent beaucoup et que c'est une manière sans doute un peu confortable de prendre cette thématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme les médias en parlent, en circulent, on a une réponse un peu plaquée à certains moments de cette thématique handicap et sexualité avec la question de l'assistance sexuelle, comme si ça allait tout résoudre. C'est un des objets possibles dans la palette qu'on peut déployer pour les usagers. Souvent, quand même, quand on étudie et qu'on creuse un peu la demande qu'on peut avoir, on se rend compte que la demande, elle est ailleurs. Et elle est un peu décalée. C'est des demandes de solitude, c'est des demandes de corps à corps, de peau à peau. Et c'est pas la vision génitalisée, sexualisée qu'on en a. Et puis moi, j'ai des usagers aujourd'hui qui sont vent debout contre cette thématique de l'assistance sexuelle en disant mais c'est aussi une manière de nous mettre à part, à l'écart, de vous résoudre aussi ce conflit un peu psychique de manière très confortable. Et puis de dire que le corps de l'autre, il serait à vendre pour un citoyen de deuxième zone qui ne pourrait accéder qu'à ça. Donc voilà. Donc c'est, une fois encore, c'est ni blanc, ni noir, ni bien, ni mal. C'est une question complexe et c'est vraiment la question de l'environnement et de cerner la demande en profondeur qui va jouer dans ces situations-là. Merci. Il y a une intervention, il y a une contribution. Enfin, Hervé. Il y a une contribution peut-être. On a quelqu'un qui veut. Voilà. On va essayer de mettre en scène la deuxième thématique. Criez un petit peu plus fort. Alors, la première improvisation va s'appeler Tabou. Elle se fera en famille. On fait comme tout à l'heure, je dis 3, 2, on fait impro tous ensemble. 3, 2, et impro! je crois qu'elle va nous annoncer quelque chose. Aussi. Vous allez bien? Oui! On va très bien! On a eu ton message. Oui, je vous ai un petit peu pris de court, mais voilà, j'ai vraiment besoin de vous dire quelque chose et je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, je le savais. On savait! Depuis le temps. On se doutait! Sauf que ce sera très certainement de votre point de vue pas le genre idéal. C'est-à-dire pas le genre... Il est de couleur? C'est-à-dire... D'où il vient? C'est un occidental. Ah. Mais il habite où? En campagne, pas loin de la maison, il est à 15 km à peu près de mon Ah, pour l'instant, il est... Mais elle est à la campagne quand même, je veux dire. Il a un travail. Oui, Oh. il travaille dans des bureaux, il est agent administratif pour l'Agence régionale de santé. Ah, c'est quelqu'un de bien. Et pour l'instant, tout ça m'a l'air bien positif. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que... C'est sérieux déjà. Oui, ça fait 8 mois quand même. Oh, ah ouais, quand même. Oui, mais c'est délicat. On s'inquiétait. Rien, on se doutait, mais rien. T'es
loin là quand même. Hein. Faut que je vous dise. Ah, voilà. Tu nous inquiètes quand même. Hein. Comment vous dire? Pierre a un handicap. Et alors? Il a quoi? Il est en fauteuil roulant, on a dû amputer les 2 jambes. Bon, on peut dire Oui. oui. Alors pour toi, ça c'est grave. Tu considères que ça c'est... Ah bah bravo, Clémentine. On t'a pas éduqué là-dedans. Hein. J'aurais peut-être dû commencer par vous dire qu'il était rouge. Pardon? Pardon? Oh, c'est pas vrai. Oh non. Oh non, mais c'est pas possible. D'être trop jeune homme. Vous en avez d'autres à enchaîner ou pas? Oui, on peut Vas-y. enchaîner. Je vais t'adonner dans le radio. Tu récupères celles qui ont pas fait perdre tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est ma faute, c'était avant la pause. Ok. Alors, la seconde va s'appeler administratif. Que vous avez besoin d'un petit caucus. Ils sont chauds. Alors ça va. 3, 2, et hop! Bling, bling. Allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, je me permets de vous contacter car j'aurais besoin d'obtenir les documents nécessaires afin de pouvoir réaliser la demande d'un accompagnement sexuel, s'il vous plaît. D'un accompagnant sexuel, s'il vous plaît. Vous êtes trompé de service? Non? Écoutez, j'ai appelé la MDPH qui m'a dit que c'était votre service en termes administratifs. Attendez 2 secondes, je me renseigne. Mais on attend, t'appuies sur rond. C'est bon? On fait des trucs sexuels? Des quoi? La femme, elle me demande un accompagnement sexuel. Accompagnement sexuel dans quel sens? Je veux dire... Bah, il n'y a pas beaucoup de sens possible, hein. Je pense pas qu'on ait un dossier sexuel... Attendez. Madame, Oui, vous êtes monsieur. sûre de ne pas vous être trompée? Ah non, je suis certaine. J'ai appelé la MDPH juste avant vous. Ils m'ont dit que pour le moment, il n'y avait pas encore... Oui, j'ai le numéro MDPH, numéro 544 712. Le monsieur de la MDPH m'a dit que c'était vous qui êtes en charge de ça parce qu'il n'y avait pas encore de notification à leur niveau, telles que comme l'allocation ou l'orientation en ESAT, mais qu'il était possible d'obtenir un formulaire. Mais je l'ai devant les yeux, évidemment. Alors c'est quoi la démarche, s'il vous plaît, monsieur? Je dois juste remplir un formulaire et on va m'envoyer quelqu'un à la maison? Oh, c'est plus compliqué que ça, madame. C'est l'administration, hein, ici. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Quelle est la fréquence? Ah bah écoutez, il faut dire que ça fait un petit moment que j'attends qu'on avance en ce sens en France. De ce fait, on va partir sur 2 fois semaine directe. Hein. D'accord. La durée de la prestation? Ah bah 1h30 en moyenne, histoire qu'on s'installe bien, je pense que ça peut être pas mal. D'accord. Alors, bisous amoureux à la fin? Mais non, je ne cherche pas un compagnon, je cherche un accompagnement sexuel. Le compagnon, je l'ai, on veut juste de l'aide. C'est pas compliqué ce que je vous demande quand même, enfin. Si, quand même, hein, mais... Ok, je vous envoie le dossier et... Ok, on fait comme ça. Bisous. Alors, c'est de la fiction, mais ça pourrait devenir la réalité. À toi, Hervé. Alors justement, on a eu un débat avec le Covid, je me souviens, on vous a historiquement présenté un film qui s'appelait National 7, qui représentait un travail social qui emmenait une personne. Et alors le film, à l'époque, était légal. Sauf qu'entre deux, il y a eu la loi qui fait qu'aujourd'hui, un client qui achète des prestations sexuelles est assimilé à un fonctionnaire. Et donc, le film est tombé de fait en désuétude. On ne peut pas, nous, valoriser un élément qui serait susceptible de faire condamner ou poursuivre des personnes pour être un délit. Il y a
quelqu'un qui s'appelle Marcel Nuss, qui travaille beaucoup sur ces questions. Il a même formé des assistants sexuels à Strasbourg, il y a 3 ans de cela. Je rappelle que donc, en termes de loi, je suis obligé de revenir sur le cadre légal, la prestation est illégale si elle est financière. Alors, il reste une prestation qui est toujours possible, qui est la prestation bénévole. Après, je ne sais pas comment on pourrait organiser ça, je vois exactement le sens de la scénette que nous venons d'avoir, mais en tout cas, il n'y a pas d'autres possibilités. Par contre, je voudrais quand même revenir sur un point fondamental en droit. Je rappelle que le droit à la sexualité n'existe pas. Ce qui existe, c'est le droit à l'opportunité d'avoir une sexualité. C'est pas du tout la même chose. Parce que si on dit un droit à la sexualité, on crée un raccourci qui voudrait que ce soit l'État qui soit redevable d'une action. Je me permets de rappeler ça. Donc, le droit à l'opportunité d'avoir une sexualité, et là, ça ne touche pas seulement les personnes en situation de handicap, ça touche toute une série de personnes parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles se retrouvent âgées. Donc, je rappelle ça également. C'est vraiment un point important. Donc, on ne parle pas de droit à la sexualité, on parle d'un droit à l'opportunité d'avoir une sexualité. Par contre, et par ailleurs, je rappelle que tout ce qui touche à la sexualité rentre dans le code de la santé. On dit dans le champ de la santé. Quand on met les chapitres en droit sur la sexualité, c'est dans le code de la santé. Il y a donc des gestes qui peuvent être qualifiés de gestes médicaux qui pourraient intégrer certains accompagnements, au même titre que par exemple mettre un préservatif, qui serait de ce point de vue-là pas illégal. Est-ce que je suis clair? Vous voyez, donc le sujet, je ne veux pas caricaturer, je suppose que personne n'est toujours là, il n'y a ni noir ni blanc, le droit c'est gris, et parfois on est confronté à des réalités, donc l'interdit, là pour le coup, ne touche pas seulement les personnes en situation de handicap, il touche tous les individus, on ne peut pas financer une prestation de type sexuel, donc voilà, y a-t-il, de ce point de vue-là, des questions? Allez-y, hein. Vous m'inquiétez. Oui, madame. Je savais que vous aviez envie de parler. Je vous écoute. Bonjour, moi je suis Estelle Lemaire, je suis psychologue et sexologue au sein d'une SPL de Valenciennes. Je me demandais ce droit à l'opportunité d'avoir une sexualité légalement à partir de quel âge affective. Wow. Je vais me permettre de répondre parce que c'est le juriste qui parle. Alors. Qui a parlé de ça? Qui a parlé de majorité sexuelle? Madame, c'est une rumeur que les travailleurs sociaux ont appris et qui se propage de mère en fille, de fils en père, etc. Il n'y a pas de majorité sexuelle en droit, ça n'existe pas. C'est du droit américain ou du droit canadien. Aux États-Unis, on ne peut pas avoir de relations sexuelles avant 16 ans. Au Canada, la même chose. En France, il n'y a pas de majorité sexuelle. Je ne ferai pas le gars que j'ai d'habitude, je ne dirai rien. Donc, je rappelle simplement que, juridiquement, ce qui est interdit, c'est les relations à partir des mineurs de 15 ans avec des majeurs. Rien n'interdit des relations entre mineurs. Après, on va se poser la question, à chaque fois, mais c'est la même chose dans beaucoup de situations, pour un enfant de 15 ans, on va se... Donc, quand je dis 15 ans en droit, c'est le dernier jour de ses 14 ans. Pour vous situer le débat. Après, on se posera la question du consentement. On part du principe qu'un enfant de 15 ans, plus il est jeune, moins il est en capacité de pouvoir consentir. Mais si on établit qu'il n'y a pas de consentement possible, on sera, dans ces cas-là, sur l'incrimination de viol. Et on revient aussi à l'éducation à la sexualité de façon générale. J'adorerais que les enfants soient formés aussi à la question de la sexualité, notamment les garçons. Je rappelle que quand vous regardez les chiffres en droit pénal aujourd'hui, il y a quasiment autant d'adultes que de mineurs poursuivis pour des faits de viol en droit français tous les ans. Ça veut dire que les gamins, les garçons, n'ont pas été formés à ces questions et qu'il faut les informer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Du coup, dans la suite
que dit-elle ou que pose-t-elle par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents accueillis en structure? Alors, je regarde Marie et le tutoie, n'en veuillez pas. La circulaire ne spécifie pas majeur mineur, si je ne m'abuse. C'est tous les établissements. Pour les mineurs, il y aura d'autres problématiques. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt se fixer sur les majeurs. Oui. Il y a quelques soucis. Alors, il spécifie. J'ai fait mes devoirs. Ouais, alors, on parle en fait de l'accompagnement, et en ce qui concerne les enfants, c'est justement travailler sur l'expression des émotions et les compétences psychosociales. Donc, tout à l'heure, on en parlait quand j'évoquais justement la formation tout au long de la vie. En fait, moi je l'ai noté parce que pour moi, l'expression des émotions et les compétences psychosociales, on a aussi des difficultés à l'âge adulte. Mais c'est vrai que dans la circulaire, tout de suite, ils l'introduisent comme un accompagnement important pour les enfants sur justement le fait d'exprimer. Et derrière, il faut pouvoir faire le choix. J'ai consenti. D'autres interventions pour l'instant? Non? Mesdames, je vais vous voir. Je peux me permettre. Alors, ces questions, pratiquement, vous êtes confrontés, vous avez ces questionnements, vous voulez dire quoi sur ça? Merci, je ne sais pas trop quoi dire. Oui, il y a personne. Il y a personne. Voilà. Et vous n'êtes pas retransmise en direct, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai un peu mon point de vue là-dessus. Je n'aime pas trop l'exprimer parce que je sais que je peux être en porte-à-faux facilement avec des personnes professionnelles qui n'apprécient pas du tout les relations sexuelles chez les personnes déficientes. Je ne parle pas de personnes handicapées, je parle de personnes déficientes, donc qui ne gèrent pas grand-chose, qui ne savent pas, qui ne sont pas plus capables de dire leur âge, mais ils savent dire où se trouve leur sexe, et ils savent ce qu'ils veulent en faire. Donc je sais que c'est pas toujours bien vu dans le milieu social de parler de ça, et je suis contente de voir autant de monde, si on peut appeler ça comme ça, ici aujourd'hui. Mais c'est déjà qui s'y intéresse, donc c'est bien. Il y a des ASBL, enfin, pardon, des centres. Oui, tout à l'heure, j'ai posé la question. Voilà, comment dire, qui s'occupe de ça ici en France, apparemment. Enfin, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait un endroit où des couples pouvaient se retrouver, mais des couples déjà faits, et qui se trouvent dans des situations différentes. Donc, par exemple, une en maison d'accueil et l'autre en famille d'accueil ou chez ses parents. Et il y a un endroit, apparemment, ici dans le Nord, je ne sais pas où j'ai entendu parler de ça un jour, où ils peuvent se retrouver. Mais bien sûr, la chambre est payante, puisque c'est une famille d'accueil qui reçoit. J'ai entendu parler de ça un jour dans une réunion. Moi j'avoue que je ne sais pas. Maintenant, je suis un peu choquée d'entendre qu'il n'y a qu'un endroit, parce que tout le monde devrait avoir chez lui, toutes les familles, les parents, les familles d'accueil, les instituts, devraient avoir des chambres, 8 chambres, ça dépend du nombre de personnes accueillies bien sûr, prévues à cet effet, des chambres privées. Et souvent, les institutions ont des dortoirs de 20 personnes, de 10 personnes. Et ça, c'est pas normal que ça existe encore. Ils n'ont même pas l'intimité, ils n'ont même pas le droit de se toucher, sinon le voisin le voit. Et bon, ils n'ont pas l'intimité, quoi. L'intimité que nous, on peut avoir. C'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est une surprise. Il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main. Moi, c'est une surprise. Alors, vous connaissez peut-être l'adresse de ce lieu cité par madame, parce que là, j'avoue que je ne suis pas informé. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Hibert, je suis directrice d'une institution
institution en Belgique. Donc ça s'appelle l'Azur et Bleu à Walcourt, du côté du barrage de l'Odeur. Et donc je vous rejoins par rapport au fait que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que nous, ont le droit à avoir une vie affective, relationnelle et sexuelle. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, madame, enfin, en tout cas dans mon institution ça se passe comme ça, la chambre, c'est le lieu de la personne. Donc se dire que deux personnes doivent se retrouver dans un endroit pour assouvir leurs besoins, c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que la chambre, elle peut être... enfin voilà, moi j'ai un couple dans mon institution, j'en ai même plusieurs. S'ils ont envie d'assouvir leurs besoins parce qu'ils ont des besoins comme nous, ils le font dans leur chambre. C'est leur intimité. Je rejoins aussi le directeur du FENEC. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Là où je dis, là où monsieur tout à l'heure disait qu'on doit s'adapter à la personne handicapée, c'est exactement ça. C'est leur maison, c'est leur lieu de vie. Donc à nous professionnels de se former là-dessus. En Belgique, on a cette chance, c'est qu'on a beaucoup d'avance sur la France. Je suis française pourtant. Je vais travailler en Belgique parce que par rapport au handicap, on est vraiment avancé. Nous, on a déjà des chartes dans nos institutions. Donc qui valise la vie relationnelle, affective et sexuelle de la personne. On l'a fait avec nos résidents, notre équipe vie relationnelle, affective et sexuelle, et on a déjà des groupes de parole au sein de notre institution. Les personnes en situation de handicap, elles reçoivent l'information. Donc si elles ont des questions à poser, elles peuvent les poser aux éducateurs. Effectivement, je rejoins les personnes qui disaient que tout à l'heure, c'est vrai qu'un professionnel qui n'a peut-être pas forcément la même vision du sexe qu'une autre. Et c'est là la complexité. La complexité, elle est aussi qu'il y a des familles qui sont très réticentes parce que c'est leurs enfants. Et qu'elles ne donnent pas le droit à leurs enfants d'avoir une vie affective et sexuelle. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense vraiment qu'il faut sensibiliser les familles pour l'ouverture d'esprit et qu'on change la vision de tous les professionnels et de tout le monde, de toute la France. C'était la question qu'on s'était posée quand on a préparé ces assises lors des copiles, etc. On va vous donner la parole aussi. Et on s'est posé la question par rapport à pourquoi il y a ces mentalités, cette culture qui est différente entre la France et la Belgique. Les raisons, ils peuvent être différents. Hervé, M. Arbordi, il peut raconter mieux que moi. Les cultures, ce qui sont les mentalités, ce qui sont... mais un petit peu surtout, mais j'insiste, comme je l'ai dit en ouverture, ce n'est pas forcément un procès de qui fait quoi, comment on fait, j'insiste et je me permets de mettre le contexte, et j'insiste de mettre le contexte parce que je me suis engagé avec les uns et les autres, de faire un état des lieux de la situation, de voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et de dire comment, et c'est le travail, et c'est l'objectif de cet après-midi, comment on peut essayer de mettre sous, déjà, en parler, c'est bien, trouver des solutions, après on verra. Mais les cultures, les mentalités, on ne change pas en 2 jours. Après, c'est bien de voir autour de nous qu'est-ce qui se passe. Oui, concernant la Belgique, je l'ai plus ou moins dit, moi qui suis un spécialiste des questions de discrimination, je rappelle que la Belgique, pour des questions liées à son histoire, a dû, dès les années 75, se préoccuper de la question des discriminations. Les discriminations, elles ne sont pas seulement linguistiques, elles sont de nature, et donc du coup, ils ont globalisé l'ensemble de la démarche, et donc on voit un travail qui est, de ce point de vue-là, en termes de droits humains, c'est très intéressant, c'est effectivement très en avance par rapport à ce que la France, qui est en retard par rapport à ces questions, et qui rattrape, j'espère, son retard. Madame, vous vouliez prendre la parole. Bonjour, Madame David du Pôle Autonomie. Donc, je voulais juste reprendre le discours de Madame Mathieu, qui est accueillante familiale. En fait, tout à l'heure, elle voulait expliquer qu'en établissement, parfois, il n'y a pas forcément cette intimité où les chambres sont parfois partagées. Et du coup, il y avait la création de ce genre de lieu. Et je voulais souligner qu'en accueil familial, donc c'est des accueillants qui ont un domicile et qui mettent à disposition une chambre. Donc la personne accueillie paye un loyer, donc c'est une mise à disposition. Et c'est une grande problématique actuellement vis-à-vis justement de la sexualité des personnes en situation de handicap, un peu moins pour les personnes âgées. Mais et Madame Mathieu fait un travail là-dessus. Et justement, elle vient demander à changer de chambre, donc à donner sa chambre qui est à l'étage, pour que justement que Samantha ait de l'intimité.
parce qu'elle était sur le même palier que les autres personnes en situation de handicap, et Samantha a un Titanic qu'elle voudrait recevoir. Donc madame, en fait, a fait l'échange de sa chambre qu'elle a donné à Samantha, et elle va vivre dans la chambre de Samantha qui est là actuellement. Voilà. Je voulais simplement saluer madame Mathieu par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, vous avez changé de chambre? Et ça y est, c'est fait? Pas encore? Je crois que l'autorisation a été donnée. Et c'est exactement ce que vous vouliez? Désolée, sommeil. Samantha dit qu'elle va changer de chambre avec Marie-Blanche. Marie-Blanche, c'est bon. Et pour quelle raison? Voilà, elle veut être avec son copain dans sa chambre. Et c'est son droit. Je lui laisse. Elle n'est pas encore au courant. Elle va découvrir aujourd'hui. Elle va découvrir aujourd'hui. Ça fait longtemps? La ruche. Denis. On applaudit Denis, il est courageux. Alors, il y a un bon film qui, parmi les films que j'ai regardés, conseillé par le Centre de ressources, c'est le film qui a été fait à Dunkerque par les Papillons Blancs. Si je ne trompe pas le titre, c'est Tu veux, tu veux pas. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion de le voir, de regarder. Il était bien fait. Il était pas mal, justement, et expliquer comment la vie d'un établissement, comment elle peut être. Non, il était pas mal. Il y a pas mal de citations. Et après, tu veux continuer? Je continue ou tu... Ouais. Je vais pas parler en voix basse. Non. Je vais simplement demander, c'est quoi cette histoire d'autorisation? Parce que ça m'agace, ça m'énerve. Donc c'est ça. Donc je veux savoir c'est quoi cette histoire d'autorisation. En fait, les familles d'accueil ont un agrément avec, elles mettent à disposition donc, des chambres. Donc une famille d'accueil peut accueillir jusqu'à 3 personnes en situation de handicap ou 3 personnes âgées. Et il faut que la chambre soit agréée par le département, notamment qu'elle fasse 9, enfin il y a des normes, qu'elle fasse 9 mètres carrés, qu'elle ait une chambre avec une fenêtre qui s'ouvre et un moyen de chauffage. Donc tout ça, ça doit être contrôlé. Et notamment, pour justement changer de chambre, il faut que les normes soient appliquées. Donc là, il y a eu un passage de mes collègues EMS qui font l'évaluation au niveau de la chambre et qui permettent justement à Madame Mathieu de changer de chambre. Notamment, cette chambre-là, elle est mansardée et il faut qu'on passe aussi au niveau d'un métrage pour que tout soit contrôlé. C'est juste par rapport à ça. Après, ça prend un mois, donc c'est rapide. Ouais. Moi, je suis moins convaincu. Je suis plutôt pour la spontanéité et tu voudrais que ce soit demain, je pense. Hier. Voilà, ce sera encore mieux hier. Merci. Mais oui, je connais les histoires de normes. Et vous, madame, vous êtes à côté de moi, mais je vous vois réagir, ne rien dire, mais vous n'en pensez peut-être pas moins. Alors moi, je ne suis pas depuis longtemps en pôle autonomie. Mais enlevez le masque. Vous êtes en équipe. Ouais. Oui. Bah, vous êtes plus tranquille. Bah oui, comme ça vous êtes. Donc en fait, Samantha a été une de mes premières situations et ça m'a bien plu. Enfin, c'est surtout la réaction de Madame Mathieu qui m'a bien plu parce que pour avoir travaillé en institution pendant de longues années, on a eu énormément de mal à aborder les sujets de sexualité en réunion. J'ai eu des collègues qui disaient, bon, moi si on aborde ça, je me casse, je peux pas, je peux pas entendre ça. Là, je suis arrivée dans une famille où Madame Mathieu était OK pour entendre, entendait les propos de Samantha, les désirs de Samantha. Elle a laissé sa chambre quand même, hein, donc je trouve que c'est... Non, pour l'instant, pas encore. Ah, ben c'est en cours, c'est en cours. On va dire, mais ça on le dit tout bas, les valises, elles sont en train de se...
elles prennent le chemin de la nouvelle chambre. Et donc, je suis admirative devant l'attitude de cette famille d'accueil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai conviée à venir aujourd'hui, parce que j'entends pas ça au quotidien. J'entends pas, je suis OK pour que mon accueilli ou eux reçoivent quelqu'un que je ne connais pas chez moi. Là, franchement, je voudrais que Madame Mathieu m'accompagne dans toutes les familles d'accueil et qu'elle parle de son expérience. Merci. Je rappelle qu'ils sont locataires. Hein. Il y a une intervention ici. J'arrive. Je rappelle qu'ils sont locataires. Et juste, je raconte toujours pourquoi, par exemple en EHPAD, ou y compris dans le champ du handicap, on les appelle les résidents. En EHPAD, je vous rappelle que les gens ils payent en général 2000, 2500 euros, si c'est pas plus, en termes de loyer. Pourquoi on les appelle des résidents alors que légalement, ce sont des locataires? On est d'accord? Ben, tout simplement parce que quand vous changez le mot, vous changez le sens en droit. Et du coup, si c'est un résident, ça vous autorise un matin à toquer la porte, à ouvrir la porte et à dire « Alors, t'as bien dormi cette nuit ?» Vous imaginez votre concierge se pointer le matin, ouvrir la porte et vous dire « Alors, t'as bien dormi cette nuit ?» Vous changez le mot, vous changez le sens en droit. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Noël, je suis conseillère au planning familial de Lille et ça fait pas mal de temps que j'interviens auprès des publics handicapés, dans des animations et dans des accueils individuels. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. On parle des institutions, des familles d'accueil pour majeurs porteurs de handicap mental. Là, j'ai reçu une fois une dame, une maman, qui a un enfant, alors elle dit un enfant, de 24 ans, trisomique. Et elle avait un gros problème à me raconter, elle n'était pas venue avec lui. Elle me dit, écoutez, il veut fermer sa chambre à clé, donc il habite dans la famille. Mais voilà, l'autre jour, en faisant le ménage dans sa chambre, j'ai retrouvé toutes les pluches, ou la majeure partie des pluches, parce qu'il adore les pluches, couvertes de sperme. En fait, il se masturbe avec les pluches, donc ça m'a mise dans une colère folle. J'ai mis toutes les pluches à la poubelle. Alors là, je lui ai dit, écoutez, elle venait au planning, elle avait besoin d'informations, elle avait besoin qu'on parle de tout ça, elle était mal, elle n'allait pas bien. Je lui ai dit, oui, effectivement, vous avez été mal à l'aise, mais à la fin de l'entretien, je ne l'ai pas dit tout de suite, j'ai dit, moi, si j'étais vous, je remettrais les pluches. Parce qu'en fait, le jeune, il était très, très coupable de ce qu'il avait réalisé, étant donné la réaction de sa maman. Du coup, ça se passait très mal depuis. Donc, j'ai choqué la mère en disant, vous remettez les pluches, parce que là, ça sera la façon un peu de remettre un peu du dialogue avec votre fils, même s'il n'y a pas des mots, il y aura un geste. Et elle est revenue avec son fils. Elle a eu envie après de revenir avec son fils, et je l'ai reçu en individuel, etc. Bon, c'était pas facile, un entretien comme ça, avec une personne que je ne connais pas, qui a une déficience. Je ne sais pas si j'ai fait avancer le schmilblick, mais en tout cas, la maman, je l'ai incitée à aller chercher de la documentation. Elle est allée chercher des livres au furet pour donner à son fils, ce qui lui permettait de transmettre un message par l'intermédiaire d'une littérature BD qui s'adaptait très bien à la masturbation. Et j'ai trouvé que c'était une avancée dans une marche vers l'autonomie pour cette personne. Donc moi je pense que pour débuter et rattraper le retard qu'on a en France, c'est avant d'en parler aux institutions, c'est d'abord d'en parler aux familles. Parce que c'est la base de tout. Après, j'ai une question à poser au planning familial. Je laisse d'abord la parole allez-y. Et après, il y a une petite intervention. Vas-y. Alors, on continue une improvisation. Est-ce que les comédiens sont prêts? Oui. Elle va s'appeler Moi, je. 3, 2, et impro.
finalement. Ok, c'est bon. Tu voulais me parler? Je voulais te parler parce que je sais que toi tu sais des choses sur des sujets qui sont un peu Plus fort. tu vois les adultes et tout, enfin tu vois tu peux pas m'aider. Pour t'aider, il faudrait que je sache de quoi tu veux me parler. Je comprends pas. De sexe. Mais ne sois pas gênée, enfin, il n'y a pas de problème. On est copines depuis des années. Ouais, enfin après c'est parce que c'est gênant. Tu veux faire ta première fois avec Steve? Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais fait, tu vois. Et par contre, je me suis renseignée. Je me suis vraiment bien renseignée, tu vois, sur Internet, sur des... Déjà oui. Quoi? Tu t'es renseignée sur Internet. Ouais, avec, tu sais, des sites, des vidéos, tu vois, le porno, tout ça, pour savoir ce qu'eux, ils veulent, donc comment... Tout ce que tu as vu, c'est faux. Quoi, c'est faux? Écoute, depuis que j'ai 16 ans, ma mère s'est dit, ce serait bien quand même que ma fille sache comment s'y prendre, et puis accepter son corps et ses difficultés. Donc, j'ai un accompagnant sexuel qui vient à la maison et qui m'explique comment on fait. Ah! Non, il m'explique. On discute. Il montre des documentaires, il y a des livres. Et donc, du coup, il m'explique par exemple comment je peux enfiler le préservatif sur le sexe de mon copain, comment mon copain il peut faire pour me sortir de mon fauteuil et qu'on puisse faire des choses rigolotes. Mes parents sont au courant, j'ai un moyen de contraception. Et tout ça, c'est grâce à Georges. Il passe une fois par mois et on discute, on fait un bilan de comment ça avance. Et j'allais dire, tu crois que, par exemple, je pourrais le rencontrer pour qu'il m'explique des trucs, parce qu'en fait... Alors là, ça va changer parce que du coup, comme moi je grandis et que il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie, il m'a proposé de rencontrer Marie. Ouais. Du coup, Marie, je l'ai vue qu'une seule fois. Il faudrait que je lui demande la prochaine fois si elle est d'accord pour que tu viennes à la séance. Moi, j'aimerais bien. Si tu peux me rendre ce service-là, ce serait cool. Ok, il n'y a pas de souci. C'est pas pour rien qu'on est copines. Pas d'accord. Il y a un mieux. Non? C'est vachement mieux. Qu'est-ce qui te permet de dire que la tienne est mieux? Parce que moi, depuis que je la vois, ça va beaucoup mieux. J'ai des nouvelles sensations. Ok. N'empêche que moi, depuis que je la vois, je sais ce que ça veut dire d'avoir un orgasme. Moi, depuis que je la vois, je ressens ma jambe. Moi, depuis que je la vois, j'ai appris qu'il y avait au moins 7 zones érogènes sur le corps. Moi, depuis que je la vois, 77 zones érogènes, dont la jambe. Moi, depuis que je la vois, à chaque fois que Pierre il s'en va de la maison, il a un super sourire. Moi, depuis que je la vois, j'ai un super sourire. Ok. Ok. Moi, depuis que je la vois, je dors paisiblement au moins 8 heures par nuit. Moi, depuis que je la vois, je dors 32 heures par jour. Bam! Je te rappelle que dans une journée, il n'y a que 24 heures, alors faut peut-être se poser des questions, peut-être qu'elle est un petit peu trop efficace, justement. Ça te fait mal, ça. Non, je suis juste désolée pour toi que tu gâches tes journées à dormir plutôt qu'à prendre du plaisir. C'est ça, moi je vais appeler Marie. Comment ça? Oui, c'est mon accompagnatrice. Non, Marie, c'est mon accompagnatrice. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Coucou. Ça va? Vous êtes là aussi. Vous allez bien tous les deux, ça va? Oui. Me dites pas que vous avez jamais fait le rapprochement. Non. Non, parce que la mienne était mieux. Non, la mienne était mieux. Non, la mienne. Non, la mienne.
Bravo, merci. Je vais laisser la parole à M. le maire de Mont, Stéphane Wilmot, qui va me donner un petit mot. Et je le remercie beaucoup pour la mise à disposition. Madame Lavore, elle m'a supporté. Elle a su me supporter, c'est une chose qui n'est pas simple. Donc, un an qu'on prépare, toute l'équipe municipale, merci, monsieur le maire. Je vous laisse la parole. Merci, Rodrigo. Je vais vous dire d'abord que c'est nous qui sommes très contents de vous accueillir parmi nous. On est très contents de pouvoir vous donner l'occasion de venir à Aumont pour parler de ce sujet qui est si important pour beaucoup. Et donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui organisent cette journée. J'aimerais vous dire quelques mots. Je pense que vous l'avez vu en arrivant ici. Nous avons encore beaucoup de travail à faire au niveau de la commune pour garantir l'accessibilité sous toutes ses formes, au niveau des habitants, au niveau de nos lieux, au niveau également, et vous me l'aviez fait remarquer à l'époque, même de nos communications, de nos échanges, parce qu'en fait, parfois, on oublie des personnes. Et donc à l'époque, je me suis dit avec Geneviève, il faut vraiment qu'on travaille un plan accessibilité au niveau de la ville sous toutes ses formes. On essaie de le faire. On part de loin, on a certainement pour une commune comme la nôtre du retard, mais j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui sont avec moi convaincues de l'importance du sujet. Je pense que le travail que vous faites au niveau des associations, au niveau des acteurs, est également important pour toujours mettre ce sujet sur la table, tout le temps, avec parfois des prises directes avec les responsables politiques, mais aussi avec ce que vous faites, beaucoup de pédagogie et de sens sur ces sujets. Donc j'ai envie de vous dire, nous on est très contents de vous accueillir. J'espère qu'on pourra encore vous accueillir les années suivantes, si vous en êtes d'accord. Et je suis très touché de ce que je viens de voir, parce que parler de la sexualité, c'est parfois un sujet qui n'est pas simple, et je trouve que vous en parliez. Je ne connais pas tous vos prénoms, il y a Marie apparemment. C'est pas Marie, mais voilà, j'ai compté le prénom Marie. Mais en tout cas, je trouve que ce que vous faites, c'est canon. Voilà. Donc, continuez. Je pense qu'il faut lever les tabous. Je pense qu'il faut s'ouvrir. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter les différences. Il faut, à un moment donné, j'étais effrayé ce matin en écoutant la radio, je ne sais pas si vous avez entendu, il existe des gens dans notre monde qui, quand ils voient que leur enfant est différent, on parle notamment d'homosexualité, il y a des phénomènes où il y a des formations de reconversion et de reprogrammation. Je vous avoue que j'ai découvert ça ce matin, j'en ai été choqué de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai cru comprendre de ce qui était fait. Et je suis très content qu'on arrive maintenant à mettre des délits sur ce genre de pratique. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important ce que vous faites. Il y a 1000 choses à faire. Nous, on commence petit. N'hésitez pas encore à nous dire ce qu'on doit faire, à améliorer les choses, etc. Mais voilà, donc continuez, et on est très fiers de vous accueillir. Et j'espère que l'année prochaine, vous reviendrez avec plaisir en vous. J'en profite pour parler, vous en avez parlé un peu de Geneviève. Je suis très bien entouré par une super équipe, et je suis très content d'avoir sur ces sujets importants pour les habitants Geneviève Lavore qui pilote tous ces sujets autour de la tolérance, de l'handicap, enfin voilà, des sujets qui sont tellement importants à nos yeux. Et je tiens, Geneviève, à en profiter pour te remercier pour tout le travail que tu fais, parce que je peux vous dire que cette salle, elle la connaît par cœur. Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, il y a le centre de vaccination qui est là, qu'on a retiré pour vous accueillir. Et donc, j'ai une adjointe qui s'occupe de vous aujourd'hui, et qui demain va s'occuper du centre de vaccination, avec Malika qui est à côté et d'autres. Et depuis le début, ils ont quand même vacciné 15 000 personnes.
Voilà. Et donc je peux vous dire que on ne voit pas forcément toujours le travail des élus, on les critique souvent sur les réseaux sociaux, sur plein de choses, mais je peux vous dire que quand j'ai des élus comme ça, c'est des élus qui sont au grand cœur et qui travaillent pour tout le monde. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite diversion, mais en tout cas, voilà, je suis très content de vous accueillir. Bonjour Nadia. Et je suis heureux de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Voilà. Bonne journée. Merci. Merci. Alors, je salue la présence de Madame Nadia Terki et M. Arnaud Bockel, qui sont à la fois vice-présidente de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, qui nous soutient beaucoup dans les actions, notamment celle-ci dans la santé. Parce que Nadia, si je ne me trompe pas, ça c'est une continuité de travail santé mentale qui a été effectué pour ça. Hervé va passer une co, qui a été commencé en 2019. Et après, on a commencé ce sujet, et M. Arnaud Bockel, qui est président de la commission intercommunale d'accessibilité, et qui eux aussi me supportent pas mal. Donc, Nadia, tu veux dire, il y a du monde qui me supporte. Hein, Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis la Terki, donc vice-présidente en charge de la politique de la ville, santé et prévention au niveau de l'agglomération. J'excuse Benjamin Saint-Huit qui a été. Il est passé nous faire un petit quand même, tout à l'heure. alors on m'avait dit de l'excuser, bon il est voilà, passé, c'est fait. Très heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir participer, avec le temps qui m'est imparti, mais à cette journée des assises. Comme le disait Rodrigo, effectivement, on a toujours, depuis un certain nombre d'années, l'agglomération soutient à la fois financièrement, mais aussi dans l'accompagnement, tous les projets que Rodrigo développe en matière sur la notion de handicap, d'accessibilité. Et moi, je suis très fière d'être à côté de l'accompagner, en tout cas dans ces projets. Et puis effectivement, avec la période de Covid, on a eu des actions qui ont été retardées ou qui n'ont pas pu voir le jour, mais aujourd'hui on reprend une vie entre guillemets quelque peu normale. Et donc en tout cas l'agglomération est là, et moi je suis là, Rodrigo le sait, et il sait aussi pouvoir compter sur mon soutien en accompagnement. Donc belle journée à vous pour aujourd'hui, très content d'être aussi sur Aumont. Voilà, et je salue au passage Monsieur le maire. Donc voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter à part de dire que voilà, Rodrigo, on est là et on continuera à travailler avec toi. Merci, on va continuer le travaux. Monsieur Bockel, je vais te donner la parole après à l'ouverture de l'après-midi. On va essayer de conclure. De toute façon, tu restes avec nous un petit peu, si je ne me trompe pas. Je te crois pas. Hervé, on reprend avec ensemble. On va conclure juste une chose, monsieur le maire, permettez-moi. Je vais vous raconter l'histoire du tramway de Mulhouse. Quand il y a 20 ans, ils ont construit le tramway de Mulhouse. Ils avaient fait un appel d'offres, ils avaient un certain nombre de passagers qui avaient été prévus. Et ils avaient bien sûr été conformes à la législation en matière d'accessibilité. Ce qui a été surprenant, c'est qu'au bout de 2 ans de fonctionnement du tramway, ils se sont aperçus qu'ils avaient explosé les chiffres. C'est rare quand on fait un appel d'offres, en général on est plutôt en dessous. Mais là, ils avaient explosé les chiffres. En fait, ils avaient plus de passagers que ce qu'ils n'avaient prévu. Tout simplement parce que l'accessibilité avait permis à des personnes âgées qui ne pouvaient plus bouger, à des mamans avec des poussettes, ou à des papas avec des poussettes, bref, à toute une série de la population de pouvoir accéder grâce à l'usage de ce bus. Donc, grâce à l'accessibilité, ça a permis une accessibilité universelle. Voilà ce que je voulais juste dire. Donc, c'est un point important. On va conclure cette matinée juste avec un petit point. Rodrigo a des questions à vous poser. Okay. À vous. Oui. Avant de s'y préparer, j'avais une question au planning familial. Dans votre expérience, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé toute la matinée d'établissement, de famille d'accueil, etc. Moi, je suis intéressé, en dehors de ces milieux protégés, permettez-moi le mot, est-ce qu'il y a eu des personnes en situation de handicap que vous êtes confrontés qui sont en dehors de ce cadre? Par exemple, il y a moi ou d'autres personnes en situation de handicap qui ne sont pas ni d'établissement, ni en famille d'accueil, qui ont des électrons libres. Est-ce que vous avez eu des demandes par des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément dans l'établissement? Et comment vous l'avez affronté
problématique, on va dire, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des statistiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui vise les personnes en situation de handicap, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion. Inclusion, ça signifie sortir de l'établissement, sortir d'un milieu protégé, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui puisse répondre si vous étiez confronté en dehors des institutions? Très rapidement, parce qu'on va... Il faut Après, respecter le horaire. Je ne sais pas trop, parce que c'est très rare de rencontrer hors institution des personnes... Il y en a, hein. Ben oui. Alors, soit ils sont amenés par les parents, donc un peu surprotégés et infantilisés, soit ils vivent en établissement institutionnel, mais c'est vrai qu'en électro libre, je rencontre peu, c'est très rare. L'important, c'est quand ils sont en institution, d'être amenés dans des lieux ressources, même physiquement, pour qu'ils aient déjà la notion de l'endroit où ça se trouve, d'avoir visualisé les lieux ressources pour aborder la sexualité, la contraception par exemple pour le planning. Nous on incite les institutions à venir avec les jeunes chez nous pour qu'ils visualisent l'endroit où ils pourraient venir tout seuls. D'accord. Voilà. Donc, merci. Voilà. Non, c'était la réponse. Je me l'attendais, mais vous l'avez pas confiance en moi. Alors, avant de passer l'interview à notre compagnie théâtrale, vous pouvez vous approcher. Après, on passera le repas. Il y a certains tickets qui n'ont été pas encore pris, donc vous allez... Michel, vous voulez intervenir? Oui, tu peux. Alors, je vais vous expliquer pour l'après-midi avant de... pour l'après-midi, on a affiché, n'oubliez pas, il y a 3 groupes de travail. Le premier groupe de travail, il est là, sur l'estrade. Le deuxième groupe de travail, il va être ici. Le troisième groupe de travail, il va là. Dans les 3 groupes de travail, vous avez 3 thématiques. Les groupes de travail ne bougent pas. Dans les 3 thématiques, il y a un binôme. Tout est indiqué, c'est indiqué sur les... Donc faites attention de ne pas se trouver 30 dans un groupe de travail et 10 dans l'autre. On va essayer d'équilibrer, de vous organiser tout ça. On va traiter tout le monde, on va traiter tous les 3 thématiques. Donc vous ne devez pas vous inquiéter pour cette partie. Michel, qu'est-ce que tu voulais dire? Simplement, ce n'est pas une question, donc ça ira beaucoup plus vite. Il n'y aura pas de réponse. C'était une observation que je voulais faire, peut-être même un regret. C'est que autour de la table ronde, alors qu'ils ont été très souvent mis en cause aujourd'hui dans la mauvaise gestion de la sexualité, il n'y a pas de parents. Et moi, j'aurais bien voulu aussi entendre un peu le rôle des parents, puisqu'il paraît qu'ils ne comprennent rien du tout aux besoins de la vie sexuelle et affective de leurs enfants. Michel, on a essayé, on en a discuté, c'était un des débats qu'on a eu lors des copiles. C'était mon inquiétude, tout le monde le sait, de dire est-ce qu'on arrivera à avoir autour de la table les parents et les personnes sur des handicaps. Comme tu vois ici, le département du Nord avec la famille d'accueil, ils ont travaillé beaucoup avec PMI et tout ça, mais c'est pas évident. Et comme on pourrait dire aussi nos amis en Belgique, le centre de ressources, c'est pas évident. Cette approche, c'est pas évident. Moi aussi, j'aurais voulu entendre plus de personnes en situation de handicap que de parents. Eux aussi sont oui, sauf que je vais moduler, oui, en disant, attention, tous les parents ont mis certaines situations en cause. Mais tous les parents ne sont pas comme ça. Au contraire, les parents ont une vision positive, hein, donc je me permets. Ça va mieux quand on le dit, parce que non, on est ici avec l'image que les parents, c'est des mauvais Le problème, par exemple, des intervenants comme moi, c'est que les pauvres va très vite, on caricature, on suit très, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Alors, on va finir rapidement. On a 3 minutes contre en main. Oui, merci. J'adore dans le contrat. Alors, je vous laisse présent. Alors, quand il y a eu l'idée de vous faire participer, je vous avais envoyé un mail, on en a discuté, on a changé. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment vous avez préparé ces scénettes qui sont bien aussi? Vous avez bien touché toutes les problématiques, etc. Merci. Déjà, on est tombé dans la bonne compagnie puisque au sein du groupe, on a des personnes qui travaillent dans des instituts. Comment? Dans le secteur social. Ah d'accord. Travailleurs sociaux quoi. On a quelques personnes qui travaillent dans le médical, comme moi qui suis ostéopathe et je forme dans le secteur social également. Et ma sœur, Sandrine, qui est éducatrice spécialisée.
Aïe, aïe, aïe. Donc forcément. Et Clara, qui est une amie. Qui est la pure créative du groupe. Et donc on a été bien entourés. On a appelé des amis qui travaillaient aussi dans des instituts et on a étudié tous les documents que vous avez envoyés. On a été touchés. De la journée, moi, ce qui me reste, j'ai encore l'étoile qui se dresse parce que j'ai noté une phrase de Madame Lavant tout à l'heure. Trop protégé, c'est aussi maltraité. Mais en fait, ça peut s'adapter aux parents ou dans un couple. Cette phrase-là, je ne la connaissais pas, mais elle est restée pendant 2 minutes comme ça. Et nous, ce qu'on a voulu montrer par la dernière improvisation, c'est que l'accompagnement qu'on peut donner et qui un jour peut-être sera en France au niveau de la sexualité, on s'est rendu compte en discutant, en préparant des petites idées de sketch que ça serait bien aussi qu'il y en ait finalement à toutes les personnes. Et que finalement au collège public, ce qu'on nous propose, nous on trouve que c'est pas assez. On a l'impression qu'on nous a montré la pilule, le truc super stérilé, et puis des choses barbares pendant juste un temps. Et on trouve que c'est pas assez et que finalement si chacun avait possibilité d'échanger davantage avec les parents, les personnes en situation de handicap et les personnes valides, ça serait bien. Ok, merci beaucoup. On peut libérer, alors je vais en commun accord, celles et ceux qui ont réservé le repas, d'aller voir Catherine. Merci à vous. Et merci pour votre... Et madame, je vous souhaite au plus vite de pouvoir rejoindre votre nouvelle chambre. Et bonne continuation. Merci à vous. Rendez-vous à 13h45.